Les deux cours qui vont se suivre aujourd'hui vont être un essai de réflexion sur l'esprit des années 1970 et sur ses formes d'exploration intellectuelle. Esprit des années 70 et formes d'exploration intellectuelle que je vais, comme dans les précédents cours, mener à partir de mon propre itinéraire. C'est ma fonction de rédacteur en chef de la revue CFDT aujourd'hui et ma position de conseiller auprès d'Edmond Maire qui avait progressivement fait de moi, disons, une sorte d'intellectuel organique du syndicat. J'y étais en effet sur beaucoup de fronts, pour écrire des articles, bien sûr, mais aussi pour aider à formaliser des positions, rédiger des textes de congrès, assurer le secrétariat de multiples réunions, qu'il s'agisse de rencontres avec la CGT ou des partis de gauche, ou encore de groupes de travail internes. Je participais aussi activement à des sessions de formation de militants et de permanents, fonctionnaient alors ce qu'on appelait d'un beau nom les écoles normales ouvrières, dans lesquelles se forgeait une identité collective autant qu'un enrichissement des personnes. D'un autre côté, j'animais avec Patrick Vivray, qui en était le rédacteur en chef, la revue Faire, qui était l'organe intellectuel du milieu rocardien. Ces deux casquettes ont fait que je me suis trouvé au premier plan de la production des idées de ce qui allait devenir et de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Je rappelle que cette dénomination de deuxième gauche est très tardive, puisqu'elle n'apparaît en fait qu'en 1982, à travers le titre d'un ouvrage d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman, qui était consacré à faire une histoire intellectuelle et politique de la CFDT. Donc ce n'est pas une appellation qui est présente dans les années 1970. À ce moment-là, c'est simplement, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai davantage, à travers la notion de deuxième culture politique qui est qualifiée sous ce milieu politique et intellectuel. Et c'est donc en tant que témoin et acteur privilégié de cette page d'histoire que je peux en présenter les principaux ressorts intellectuels. Ils peuvent être regroupés autour de trois notions qui ont historiquement constitué son identité et dont l'élaboration s'est en fait confondue avec mon parcours personnel à l'époque. La référence à l'autogestion d'abord, l'idée de nouvelle culture politique ensuite, et la critique du social-étatisme et de la social-démocratie en troisième lieu. L'autogestion d'abord, on peut dire que ça a été le mot époque. Ce mot époque, il a commencé à être publiquement mis en valeur dans un communiqué publié par la CFDT dès le début de mai 1968. Communiqué qui disait « À la monarchie industrielle et administrative, il faut désormais substituer des structures démocratiques à base d'autogestion. » Ce terme d'autogestion qui s'était imposé au cœur des événements n'était pas nouveau, mais il n'avait eu précédemment qu'un sens presque technique ou historique. Il avait en effet été adapté au début des années 1960 du serbo-croate pour qualifier le système yougoslave de gestion des entreprises. Entreprises yougoslaves dans lesquelles des conseils ouvriers qui étaient élus par l'Assemblée générale des travailleurs élisaient les responsables, contrôlaient leur gestion, tandis que l'organisation quotidienne de la production était gérée au sein d'unités décentralisées. Et des syndicalistes européens s'étaient bien sûr intéressés à l'expérience, et en France notamment, au même titre qu'ils s'étaient intéressés au fonctionnement collectif des kibbutzim israéliens dans les années 50 et 60, qui ont été décrits dans de nombreux reportages comme des utopies pratiquées, qui incarnaient, avant la guerre des 6 jours en tout cas, un certain ethos socialiste qui avait été importé dans le pays par des sionistes héritiers du Bund. Le terme d'autogestion avait aussi été utilisé pour qualifier le mode de fonctionnement des premières coopératives en Algérie, dans l'Algérie de Ben Bella. Et on voyait là, à travers ces différents exemples, des formes pratiques qui pouvaient dessiner d'autres possibles au socialisme que celui qu'illustrait alors le système soviétique. Et des reportages et des livres assez nombreux avaient fait écho à ces initiatives. On avait en même temps commencé à associer le mot autogestion à des expériences conseillistes du passé. Et la revue Autogestion, qui avait été lancée en 1966 par les éditions Anthropos, un des hauts lieux de l'édition d'un marxisme dépoussiéré,
rassemblera tous ces éléments sous un même titre. Henri Lefebvre, qui sera une des personnes à l'origine de la création de la revue, parlera dans son premier numéro de l'autogestion comme d'une forme actuelle de la science de la liberté. C'était voie assez large. Et outre des ensembles consacrés aux 3 pays et aux 3 types d'expériences que je viens de mentionner, ce seront aussi des pages alors un peu oubliées de l'histoire du mouvement ouvrier qui seront évoquées comme anticipatrices d'une nouvelle vision de l'émancipation. Des numéros spéciaux de cette revue Autogestion seront ainsi consacrés au mouvement conseilliste dans l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale, les républiques des conseils de Hongrie et de Bavière au printemps 1919, la formation de conseils ouvriers en Autriche, l'éclosion du mouvement spartakiste en Allemagne, l'instauration de conseils d'usine à Turin. À 100 lieues de la vision communiste classique de masse encadrée par le parti et la théorie de la dictature du prolétariat, ces exemples historiques montraient qu'une autre voie de l'action révolutionnaire avait parfois été empruntée, et qu'elle était peut-être la plus fidèle à l'idéal de Marx pour lequel, je cite, l'émancipation des travailleurs devait être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Les soviets de la Révolution d'octobre, éliminés par le parti bolchevique, étaient aussi célébrés dans la revue, comme l'était la révolte des marins de Kronstadt, qui avait revendiqué la mise en place de tels soviets et soutenu en même temps les ouvriers de Pétrograd en conflit avec le pouvoir léniniste. Et l'héritage de la Commune de 1871 était bien sûr également revendiqué. Avec cette mémoire conseilliste, c'est aussi toute une tradition intellectuelle marginalisée par le marxisme officiel qui avait fait surface. Dans les années 60, on avait par exemple republié l'ouvrage fondateur de Max Adler, l'un des animateurs des conseils de Vienne en 1919, qui avait pour titre « Démocratie et conseil ouvrier ». On avait aussi remis à l'honneur, dans les années 60, Anton Pannekoek, le grand astronome hollandais qui avait proposé une théorie politique et sociale fondatrice d'un marxisme conseilliste. De la même façon, Rosa Luxembourg, Fourier ou Proudhon étaient sortis de l'ombre et leurs œuvres rééditées pendant cette période. Pendant longtemps, ces auteurs et la culture conseilliste n'avaient intéressé que des petits groupes. Dans le milieu situationniste, par exemple, autour de Socialisme ou Barbarie, ou dans certains groupes anarchistes. Mais l'aspiration au renouvellement de la pensée marxiste à partir des milieux des années 60 avait élargi le cercle de ceux qui s'intéressaient à cette tradition et à ses auteurs. Et le printemps de Prague lui avait aussi redonné une forme d'actualité avec la mise en place de formes nouvelles de participation et de contrôle des salariés dans les usines. La revue Autogestion s'était ainsi faite l'écho de cette curiosité historique et du regain d'intérêt pour ces différents auteurs. Tout cela restait cependant encore fort modeste, et ce terme d'autogestion n'était alors familier qu'à un très petit nombre d'oreilles. C'est mai 68 qui marquera effectivement la vraie rupture. Elle ne se fera pas en un jour, mais le mot s'imposera rapidement. Dans le terme neuf d'autogestion se liait de la sorte une aspiration nouvelle et la mémoire d'une histoire trop longtemps refoulée. C'est ce qui l'a validé et lui a donné sa force d'attraction et sa capacité d'entraînement. Il n'y a pas de révolution sans des éléments de langage qui aient la capacité de jouer sur ces deux tableaux. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. J'avais alors trouvé que cette formule de Paul Éluard, employée dans son poème « Liberté, j'écris ton nom », disait bien les choses telles que je les avais alors ressenties. Et c'est pourquoi je porterai cette formule en épigraphe de mon livre « L'âge de l'autogestion » que je publierai un peu plus tard, au printemps 1976. L'autogestion, c'est aussi un mot carrefour, car dans l'immédiat après mai, ce terme a principalement été référé au monde de l'entreprise, se rapprochant, pourrait-on dire, de la notion de contrôle ouvrier, telle qu'elle était couramment conçue en Grande-Bretagne, avec le mouvement très vif à l'époque de ce qu'on appelait les shop stewards, c'est-à-dire les délégués de base, et se différenciant de la notion plus institutionnelle et plus limitative aussi de cogestion en Allemagne. Mais ce terme a rapidement pris un sens beaucoup plus large, renvoyant d'abord à la vision globale d'une société émancipée qui bannirait l'exploitation du travail autant que les différentes formes de domination ou d'aliénation, comme mot qui reformulait en quelque sorte les grandes utopies socialistes du passé, mais qui en même temps gardait
une dimension relativement floue. Relativement floue car on parlait d'intervention directe des individus aussi dans tous les domaines de l'existence. On parlait jusqu'à ce point d'autogestion de la vie quotidienne, pour faire écho au rôle de comités d'usagers, d'associations de locataires, de comités de quartier. Et l'expression de démocratie civile était même parfois utilisée dans la même direction. La perspective était là celle d'une gestion aussi décentralisée que possible, des communs, d'une prise en compte de l'expertise d'usage des citoyens, d'une attention à l'implication du plus grand nombre dans les activités de la cité. Tout cela allait dans le sens d'une extension de l'idéal démocratique bien au-delà de la sphère électorale traditionnelle. Le terme de démocratie n'était d'ailleurs guère utilisé pendant cette période. Le terme démocratie était un petit peu fatigué, il était un petit peu vieilli, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles le terme d'autogestion s'est facilement imposé pour se substituer à lui, d'une certaine façon, car il renvoyait à ce qui aurait été une démocratie généralisée, comme l'ont dit certains à l'époque. Il y avait encore une dimension d'ordre anthropologique et sociétale explicite dans cette référence à l'autogestion, celle d'une véritable société d'égaux en dignité et en capacité, d'une société fondée sur la reconnaissance et le soutien de l'autonomie des individus. On pouvait parler dans cette mesure d'un mot aspiration, aux structures et aux contours structurellement flous. Le propre de l'autogestion, en effet, a été d'être un mouvement social avant d'être une doctrine. Car, comme souvent, ces mots vagues sont à la fois des mots qui sont indissociablement une idée creuse et une idée à creuser, qui ne prenaient sens que dans la lecture et dans l'action. Mais c'était aussi un mot identité. Au-delà de son contenu immédiat, le mot autogestion a en effet joué un rôle majeur comme marqueur d'identité politique au début des années 1970. Il a d'abord donné une centralité intellectuelle et sociale inédite à la CFDT, à un moment où celle-ci, je le rappelle, comptait 3 fois moins d'adhérents que la CGT. Celle-ci est apparue dans cette période comme l'organisation de masse qui restait animée par l'esprit de mai. La Confédération, qui ne s'était dépoussiérée et déconfessionnalisée que peu de temps avant, en 1964, abandonnant seulement derrière elle un lambeau de CFTC, était d'un coup devenue celle qui donnait le ton, qui attirait l'attention, suscitait les sympathies, faisait référence. Et les gauchistes eux-mêmes observaient à son égard une certaine bienveillance, qui allait jusqu'à pratiquer l'entrisme en son sein. Et surtout, de nombreuses associations, qu'elles soient féministes, consacrées à la défense des consommateurs, à celle du cadre de vie, ou encore attachées à des expérimentations de démocratie locale, se tournaient vers la CFDT, en la considérant comme un partenaire et un allié naturel. Le PSU partageait alors l'essentiel de ces conceptions, mais il n'avait que quelques milliers d'adhérents et peu d'élus. À l'âge du présidentialisme, son capital politique résidait en fait seulement dans la figure de Michel Rocard, avec l'héritage mendésiste qu'il avait recueilli. Si les idées autogestionnaires pouvaient apparaître floues dans leur généralité, l'identité qu'elles dessinaient dans le champ politique était, elle, beaucoup plus clairement lisible. Et le terme de socialisme autogestionnaire avait ainsi une signification directement sensible. Il renvoyait à des personnes, à des courants, à des organisations ou à des figures intellectuelles. Dès les lendemains du congrès refondateur d'Épinay, en 1971, le CRS de Jean-Pierre Chevènement en avait par exemple fait sa marque de fabrique. Ce sera la même chose, bien sûr, pour le PSU et la CFDT. Et cette dernière, la CFDT, cherchera d'ailleurs à un moment à aller plus loin en organisant au début 1974 une série de colloques consacrés à réfléchir à l'autogestion en rassemblant ces différentes familles. À côté du PS avec le CRS en son sein, du PSU et de la CFDT, des plus petites organisations, comme les centres d'initiative communistes, les dissidents du PCF, Objectifs socialistes, un club indépendant, ou l'Alliance marxiste révolutionnaire de sensibilité libertaire, s'étaient ainsi rencontrés à plusieurs reprises. Et j'avais été du côté de la CFDT
une des chevilles de l'entreprise dont le but était justement de tester la possibilité de constituer un courant autogestionnaire. Et le projet trouvera finalement une forme limitée d'aboutissement à l'automne 1974, j'y reviendrai dans un autre cours, dans la tenue des Assises pour le socialisme. Appréhendée de cette façon, l'idée d'autogestion conduisait à un bouleversement de la structure politique de la gauche. Alors que le socialisme démocratique avait souvent, et jusqu'à présent, été compris de façon négative dans son rapport au communisme. On parlait ainsi couramment de gauche non communiste, et certains avaient même employé à l'époque par dérision le terme de communisme moins 20% pour parler du socialisme. Et c'est dorénavant en termes positifs qu'il pouvait être appréhendé. La référence à l'autogestion permettait de doter d'une identité intellectuelle et politique valorisée en tant qu'idée neuve. Elle donnait un avantage comparatif à ses promoteurs. La question était d'importance à un moment où la suprématie électorale du Parti communiste était un élément clé du paysage politique à gauche. Je rappelle qu'aux élections présidentielles de 1969, celles qui avaient été provoquées par le départ du général de Gaulle à la suite de l'échec de son référendum sur le changement des institutions, Jacques Duclos, le candidat communiste, avait recueilli 21% des suffrages, alors que le candidat socialiste, Gaston Defferre, malgré le soutien de Pierre Mendès France, atteignait tout juste les 5%, et que Michel Rocard n'avait obtenu que 3,6% des voix. C'est-à-dire qu'en termes, si on additionnait le PSU et le Parti socialiste, cela faisait un tiers des voix du Parti communiste. Et les communistes voyaient dans ces conditions la montée en puissance du thème autogestionnaire comme une menace pour leur hégémonie. Et en faisant vaciller leur suprématie intellectuelle, c'est-à-dire celle aussi du type de marxisme dont ils se considéraient comme les défenseurs, voire les propriétaires, elles risquaient en même temps de saper leur position politique dominante. Et c'est pour cela que le Parti communiste et la CGT lancèrent donc en 1973, au moment où la thématique autogestionnaire avait le vent en poupe, une vaste offensive contre ce qu'ils qualifièrent de mots creux et d'utopie dangereuse. Et nous en avons longuement parlé à ce moment-là, dans des rencontres qu'on appelait des rencontres idéologiques entre la CGT et la CFDT. Ils voyaient en effet dans l'affirmation de l'autonomie d'un socialisme autogestionnaire le dangereux point de départ de la constitution et de la reconnaissance de deux courants dans le mouvement ouvrier, ayant chacun son histoire, sa consistance théorique et donc sa légitimité propre. Et ce, d'autant plus qu'ils voyaient que c'était le discours que tenait la CFDT, de cette légitimité de reconnaître l'existence de deux courants et aussi d'une partie du Parti socialiste. Derrière le débat sur la pertinence et le contenu de la notion d'autogestion, c'est donc la question même de l'identité de la gauche qui était posée. La capacité d'attraction de l'idée autogestionnaire tenait essentiellement à ce qu'elle recelait de promesses de toute nature. Elle restait donc à constituer intellectuellement, à être déclinée en termes institutionnels. C'est la tâche à laquelle je m'attellerai dans les années 1974 et 1975, ce travail débouchant sur une longue série d'articles publiés dans CFDT aujourd'hui et au printemps 1976, donc, sur la publication de mon livre « L'âge de l'autogestion ». Dans l'ordre économique et social, ce travail s'était déployé dans deux directions principales. D'abord, dans la reconsidération de la notion d'entreprise, et ensuite, dans la tentative de fonder théoriquement la légitimité et la rationalité d'une intervention directe des travailleurs dans la gestion. Dans les années 1970, le projet socialiste était considéré comme indissociable de la socialisation des moyens de production. Le terme de collectivisation n'était plus employé, mais c'est celui de socialisation qui régnait, mais sous la forme de la nationalisation au premier chef. Nationalisation qui voulait dire pratiquement étatisation, puisqu'elle consistait juridiquement et institutionnellement en un transfert des titres de propriété à la collectivité publique. Et dans les faits, le fonctionnement interne des entreprises
n'était donc guère modifié dans cette formule, même si le principe d'une gestion alors dite tripartite, héritée des premières réflexions du début du siècle sur les nationalisations, était rituellement mis en avant. Et nous étions quelques-uns à penser qu'il fallait aller plus loin si l'on voulait vraiment changer les rapports sociaux. Comment? L'idée de ceux qui ont défendu le projet autogestionnaire et dont j'étais, c'était de déconstruire la notion même de propriété, de la déconstruire en distinguant ces trois attributs constituants: l'usus, le droit d'utiliser la chose, le fructus, le droit d'en percevoir les revenus, et l'abusus, le droit d'en disposer et de l'aliéner. Ce n'était pas une innovation que d'employer ces termes, puis ils étaient ceux-mêmes du droit romain. Mais ces différents droits, et c'est là qu'était l'initiative, étaient de dire que dans les entreprises du futur, ces différents droits ne devaient pas forcément être réunis dans la même main. Et c'est pour cela que j'avais mis en avant la notion de dépropriation pour qualifier cette dissociation, plus opératoire et plus universalisable, semblait-il, que celle de collectivisation. Il devenait, en effet, dans ce cas, possible de considérer les entreprises, toutes les entreprises, comme des institutions au carrefour de différents droits, ayant une consistance propre en tant que cellules de production et collectifs de travail, alors que le droit des sociétés n'était et n'est toujours que plus étroitement un droit des actionnaires. L'objectif étant d'appréhender, en général, l'entreprise comme un ensemble productif qui achète à crédit ou loue du capital, j'ai fait référence à cela la semaine dernière, et non l'inverse. Et les premiers cas de cessation d'activité d'entreprise, qu'ils se sont multipliés, avec le premier choc pétrolier de 1973, avaient d'ailleurs montré le vide juridique qui existait quand il s'agissait de concevoir les conditions de leur reprise et de la pérennité au-delà d'une attrition du capital. Qu'est-ce qu'était une entreprise si justement son capital était défait? Eh bien, il fallait d'autres définitions que celles du droit classique des propriétés. Et les réflexions dans cette direction étaient certes encore balbutiantes, mais elles allaient, me semble-t-il, à la racine du problème. Et elles n'ont pas perdu leur actualité à un âge où nous voyons que le capital a repris le pouvoir dans le monde économique. Et je signale d'ailleurs que c'est simplement dans la période très récente qu'un certain nombre de chercheurs, notamment de chercheurs autour de l'école des mines, sont en train de reprendre cette discussion théorique sur la définition d'une entreprise qui soit définie comme un carrefour de droits et non pas simplement comme un droit unifié. En deuxième lieu, la réflexion sur l'autogestion était liée au développement d'une considération des conditions dans lesquelles l'intervention des salariés sur leurs conditions de travail et la marche des entreprises pouvaient être développées sur des bases solides. La sociologie et la psychologie du travail avaient depuis longtemps souligné l'importance de l'expertise d'usage dans la gestion des ateliers. Et dès les années 1930, une fameuse étude américaine qui est fondatrice de la sociologie industrielle, l'étude d'Elton Mayo consacrée à la Western Electric Company, montrait que la méconnaissance des conditions pratiques de travail, de la vie au travail sur le terrain, était la source de multiples erreurs des bureaux de méthode. Et si les entreprises fonctionnaient mal, c'est justement parce que ceux qui organisaient le travail ne voyaient pas la réalité du travail à partir de la façon la plus immédiate dont il était vécu, la façon la plus immédiate dont l'organisation du travail se passait effectivement et pas en théorie. Et les enseignements de ce type d'études, qui s'étaient multipliés avec ce qu'on a appelé en Grande-Bretagne aussi, avec Dunlop, le développement de la sociologie industrielle, ils avaient trouvé au début des années 70 une confirmation dans les nouvelles théories informationnelles de la régulation, en biologie notamment. C'est l'époque où nous étions nombreux à relire les travaux de Brillouin, par exemple, à relire tous les travaux sur l'entropie des systèmes organisés. Et j'avais demandé à une des grandes figures de ce domaine, le biologiste Henri Laborie qui était le premier inventeur de tout un ensemble de pharmacopées et de drogues, de faire le point sur ces questions. Et j'avais publié dans une petite collection que je dirigeais à l'époque
un ouvrage issu de ces réflexions qui s'appelait « La société informationnelle, idée pour l'autogestion ». C'était donc dire que le propre de l'autogestion, c'était aussi de faire du travailleur une figure centrale parce qu'il était un des éléments décisifs de la production d'informations nécessaires pour organiser une collectivité ou un système de production. Et à l'époque, il y a eu d'autres ouvrages, à la fois écrits par des biologistes, je pense à Henri Atlan, qui jouera un rôle très important, ou Edgar Morin, qui, dans l'ordre de la vulgarisation, pour Edgar Morin, qui avait été dans la même direction. Edgar Morin lancera à partir de là toute sa réflexion sur la complexité, entre guillemets. Et ces travaux, de différents ordres donc, invitaient à considérer qu'une organisation efficace requérait à tous les niveaux l'implication de ces opérateurs dans la production et la réception d'informations sur le fonctionnement d'un atelier ou d'un ensemble plus large de façon générale. Approche, je le souligne, qui convergeait avec toutes les théories sur les rapports entre marché, institution et information. Je rappelle que le premier grand livre publié sur la question qui lui a valu un prix Nobel, c'est Ronald Coase, qui expliquait quelles étaient les conditions dans lesquelles on passait d'un système de marché à une institution, jusqu'à Herbert Simon, un autre prix Nobel aussi d'économie, et plus récemment, Jon Elster. Tous ces travaux montraient à quel point l'information, et donc l'expertise d'usage, était un élément décisif à prendre en compte dans les systèmes organisés, et donc les systèmes de production aussi. Ces deux exemples montrent bien les directions dans lesquelles commençaient alors à se mettre en place des explorations intellectuelles qui étaient susceptibles de donner un contenu plus opérationnel à l'idée d'autogestion, même s'il ne pouvait être question de répondre précisément à tous ceux qui demandaient « ça me paraît très bien, mais comment ça marche ?» Il était clair qu'il ne pouvait être question de décrire précisément un modèle. La référence à l'autogestion indiquait d'abord une direction et l'esprit d'une méthode, pourrait-on dire. Dans l'ordre démocratique, des formes démocratiques, des stratégies du changement et des visions globales de l'organisation sociale, c'est autour de la notion associée de culture politique que se noueront les propositions. Le terme carrefour d'autogestion, nous venons de le voir, avait un caractère composite, renvoyant à une aspiration sociale diffuse, celle d'une plus grande autonomie, en même temps qu'à des techniques spécifiques d'organisation, oscillant donc, pourrait-on dire, en ce qui était de l'ordre d'une philosophie politique et ce qui qualifiait un certain type d'institution, utilisé aussi pour redéfinir la notion même de socialisme. Ce terme d'autogestion était ainsi en quelque sorte saturé, devenu trop étroit pour exprimer seul le renversement général de perspective qui le sous-tendait, et tout particulièrement la nouvelle façon de concevoir l'action politique à laquelle il renvoyait implicitement. C'est pourquoi j'avais proposé d'utiliser de façon complémentaire la notion de culture politique. C'est dans un article de la revue Faire, la revue du courant rocardien, qu'avait été esquissée pour la première fois cette notion. Par culture politique, j'entendais, je désignais, l'ensemble des représentations, des conceptualisations et des principes d'action, implicites ou explicites, qui formaient l'ossature mentale et instrumentale d'une vision donnée du politique. Cette appréhension de la notion de culture politique était donc très différente de celle que faisaient un certain nombre d'historiens du politique comme René Raymond, pour qui la culture du politique se définissait simplement comme les systèmes de normes, de valeurs, de croyances et de procédures dans le champ politicien proprement dit, en matière de choix électoraux ou d'adoption de positions, par exemple. C'était donc une définition très différente de celle qui était proposée par ce type d'historien. J'aurais pu, à la place, parler de paradigme, reprendre à Foucault sa catégorie d'épistémé, qui était alors très en vogue, après la publication qu'il avait faite de l'archéologie du savoir, ou encore celle d'Habitus à Bourdieu. Mais outre la consonance plus académique de ces catégories, moins susceptible à mes yeux pour cela d'être appropriée par un large public citoyen, elle n'avait pas, à mes yeux, le caractère dynamique nécessaire pour rendre sensible
ce qui était décisif, la dimension historique et conflictuelle du champ politique. Pour une nouvelle culture politique, l'ouvrage que j'ai publié sous ce titre 1 an plus tard avec Patrick Vivray allait proposer dans cette direction un cadre conceptuel pour rénover ou essayer de rénover tant les formes d'action de l'action politique que le statut même du politique. Et l'accent était mis sur 4 points essentiels. La reconnaissance de la société civile comme acteur central d'abord, en second lieu, une conception du changement fondée sur la notion d'expérimentation sociale, en troisième lieu, une redéfinition du militant comme nouvel entrepreneur, et en quatrième lieu, l'insistance sur le caractère proprement délibératif de la démocratie. La centralité de la société civile d'abord. Au tout début des années 1970, le terme de société civile n'avait plus cours. C'était un mot vieilli. Il n'évoquait que des traités oubliés des XVIIe et XVIIIe siècles. Seuls quelques érudits, par exemple, connaissaient l'essai sur l'histoire de la société civile d'Adam Ferguson, un ami d'Adam Smith qui appartient aux Lumières écossaises, ainsi que les travaux de ces Lumières écossaises, et notamment les livres fondateurs à cet égard, qui avant Adam Smith étaient ceux de Mandeville, et notamment la fable des abeilles, qui avaient formulé une théorie de la société fondée sur la considération des activités autonomes de ses membres. Et donc le propre de ces premiers utilisateurs de la notion de société civile était de dire que la société n'était pas un corps politique ou un ensemble constitué par des autorités, mais que la société était un système d'interaction libre. Et donc opérer une rupture par rapport à la vision hobbesienne classique. Et c'est dans les pays de l'Est, et en Pologne tout particulièrement, que l'on avait commencé à se ressaisir du concept de société civile pour légitimer les droits de la société contre ceux de l'État. Et dans la bouche des grandes figures des dissidents polonais, je pense par exemple à Adam Michnik ou à Bronisław Geremek, société civile voulait alors dire le pays réel contre le pays légal, les citoyens ordinaires contre le Parti communiste, la société contre l'État bureaucratique. C'était une catégorie fondée sur une appréhension de la distance entre eux et nous, qui justifiait en elle-même la revendication de droits par l'opposition. De façon plus large, c'était pour eux définir le totalitarisme à partir de sa prétention, injustifiée à leurs yeux, d'un État parti à représenter la société, voire même à l'incarner et à l'absorber. L'usage du terme société civile s'imposera aussi en Amérique latine dans les pays sortant d'une dictature militaire. On tablera dans ces pays sur, l'expression était très fréquente à l'époque, une résurrection de la société civile comme élément clé d'une transition démocratique voulant conjurer le risque d'un retour à des formes d'autoritarisme. Dans le cas français, il sera justifié sur une autre base, par la considération d'abord de la prédominance historique de l'État dans l'organisation de la vie sociale, rôle exorbitant comparativement à celui d'autres pays, renvoyé au fait d'un jacobinisme consubstantiel à la construction nationale, devenu désormais dépassé. C'était conséquemment appelé à renforcer la place du contrat par rapport à la loi, à développer les capacités d'auto-organisation des citoyens, à reconnaître le rôle des mouvements sociaux comme force structurante de ce qu'on a commencé à appeler la société civile organisée, à s'engager aussi dans des politiques de décentralisation, accepter les identités et les langues régionales. C'est autour de ces thèmes-là que de très nombreux mouvements sociaux se développeront dans les années 1970. Et le terme société civile deviendra du même coup, rapidement, un mot-clé du vocabulaire politique et social, dont l'adoption constituera en elle-même un indicateur des nouvelles attentes de la période. Dans l'après-1968, la question stratégique qui était partout débattue était celle des conditions d'une prise du pouvoir qui permettait
de mettre en œuvre un vrai changement de société. Et c'est à ce propos que le deuxième volet, je dirais, d'une nouvelle culture politique, la stratégie d'expérimentation sociale, trouve sa justification. On parlait aussi vaguement à l'époque, c'est un mot absolument décisif de la période, de rupture nécessaire. Au fameux congrès d'Épinay, François Mitterrand avait d'ailleurs dit « Celui qui refuse l'idée de rupture, celui-là n'a pas sa place dans le Parti socialiste ». C'est une phrase restée célèbre pour ce qu'elle représentait de tactique et ce qu'elle a fait advenir de politique. Le temps politique restait de la sorte appréhendé en termes de discontinuité entre un avant et un après. C'était une façon de prolonger l'ancienne rhétorique révolutionnaire dans des termes euphémisés. Même débarrassée des accents insurrectionnels et du langage de guerre civile, un moment revivifié après 68, celle-ci restait en effet mentalement et psychologiquement prégnante dans de nombreux cercles militants. Et les résistances, par exemple, rencontrées par le PCF à son 22e congrès de 1976, lorsqu'il avait proposé d'abandonner la référence dans ses statuts à la dictature du prolétariat, ont constitué un exemple très spectaculaire de cette forme de résistance. Louis Althusser et Étienne Balibar avaient notamment pris la tête de l'opposition intellectuelle au projet, dans des termes qu'il est d'ailleurs intéressant de rappeler. Le pouvoir d'État est toujours le pouvoir d'une seule classe, estimait ainsi Balibar, en concluant à la nécessaire destruction de celui-ci, façonné qu'il était par les intérêts de la bourgeoisie, et donc à l'instauration d'un pouvoir alternatif, je le cite, de la classe des travailleurs exploités par le capital. Si le réformisme n'était pourtant plus systématiquement rejeté, d'ailleurs, dans la tradition marxiste elle-même, il était toujours à minima reconnu comme ayant sa pleine zone de validité dans la sphère de l'action syndicale. Ce sont les textes fameux de Marx et d'Engels sur le rôle des syndicats. Il restait, ce terme de réformisme, intellectuellement suspect. Soit que l'on juge qu'il conduise in fine à abandonner la perspective d'un vrai changement, soit qu'il fasse l'objet d'une récupération. Récupération, il suffisait d'ailleurs à ce moment-là de prononcer ce dernier terme pour que la réflexion se fige. Le terme de récupération avait le pouvoir de tétaniser et de culpabiliser les esprits et conduisait maintes personnes à rester l'arme au pied de peur de faire le jeu de l'adversaire ou, selon aussi un autre terme très employé de l'époque, d'être intégré. La problématique de l'expérimentation sociale a proposé de rompre avec ces sortilèges en dessinant une alternative pratique et stratégique, tant à la pensée révolutionnaire traditionnelle, souvenons-nous à cet égard des fameuses remarques qui avaient été faites à Édouard Bernstein quand il avait appelé, à la fin du XIXe siècle, la social-démocratie à apparaître pour ce qu'elle était. Le réformisme traditionnel est en effet toujours resté situé dans la même perspective du temps historique que celui de l'action révolutionnaire. La réforme entendait simplement distiller et égrener lentement le temps que la Révolution voulait condenser brutalement. Mais elle concevait également le temps de la même façon comme continu, de même que l'espace comme homogène. La stratégie d'expérimentation bousculait ces catégories, de l'utopie, de la réforme et de la révolution, dans la mesure où elle s'enracinait dans d'autres représentations du temps et de l'espace. C'est parce que nous considérions que le temps et l'espace, et je pense que je citerai tout à l'heure des travaux de sociologie qui nous y invitaient, que le temps et l'espace n'avaient pas l'homogénéité qu'on leur prêtait, que cette stratégie d'expérimentation avait une raison d'être. Elle ne consistait ni en l'adoption d'un gradualisme réformateur, ni en la proposition de mise en place d'îlots d'utopie. Elle prenait comme point d'appui les discontinuités, les interstices, les zones d'indétermination des territoires et des institutions pour les subvertir et montrer la possibilité d'autres fonctionnements et d'autres modes d'organisation. À un moment où ces organisations, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse de la prison, étaient d'ailleurs souvent en crise.
L'expérimentation visait, selon une formule d'Henri Lefebvre, qui sera très proche de cette démarche, à produire de l'espace différentiel. Perspective qui était inséparable d'une attente de redéfinition des institutions, de leur rapport à la société et de leur fonctionnalité même qui est alors forte. Je rappelle d'ailleurs que s'il y a en quelque sorte des prolégomènes de l'esprit de 1968, c'est dans les professionnels de ces institutions qu'on pouvait le trouver. C'est dans le monde des réformateurs de l'école, de ceux de la santé, de ceux de la prison, que l'on a trouvé ceux qui réfléchissaient à la société de façon neuve. Au milieu des années 1970, nombreux avaient été ainsi les travailleurs de ce milieu-là, aussi bien que les militants ouvriers, qui avaient trouvé dans cette perspective de l'expérimentation sociale la voie d'un renouveau de leur militantisme. Renouveau du militantisme que nous avions appelé de façon provocante le militant comme nouvel entrepreneur. Les possibilités spécifiques que pouvaient ouvrir des changements politiques, notamment électoraux, restaient évidemment prises en compte. Mais tout ne se rapportait plus à ceci avec le développement des pratiques d'expérimentation. La notion traditionnelle de transition au socialisme s'en trouvait également modifiée, comme la conception de ce que militer voulait dire. Jusqu'à cette période, le militant restait défini par l'étymologie du terme. Il était le bon petit soldat d'une cause, le distributeur de tracts ou le simple haut-parleur de la bonne parole d'une organisation, le fantassin d'une armée dont les généraux fixaient la stratégie et dirigeaient les mouvements. Après 1968, cette vision avait été ébranlée et la base militante, dans beaucoup de mouvements et d'organisations, avait revendiqué le droit de prendre davantage part à la détermination des organisations à laquelle elle se rapportait. Et un des débats qui sera emblématique de cette demande sera la contestation qui commencera à se faire jour à l'intérieur du Parti communiste de la notion de centralisme démocratique. Et si c'est au 22e congrès en 1976 que cette notion avait commencé à être débattue, il faudra attendre 1994 pour qu'elle soit définitivement ôtée des statuts. Et c'était les formes et le sens même de l'action militante qui allaient ainsi être appelés à être bouleversés, pensions-nous avec Patrick Vivray. Et le mouvement en ce sens apparaissait d'ailleurs irréversible, comme en témoigneront toute une série d'ouvrages sociologiques consacrés à la question du militantisme pendant cette période, à ses mutations, à ses évolutions et aux nouvelles attentes dont il faisait l'objet. Et nous avions pour cela invité à considérer ces militants comme de nouveaux entrepreneurs. C'était eux qui étaient les vrais innovateurs dans la société. Et c'est en effet bien eux qui devenaient en profondeur les hommes et les femmes du vrai changement. À l'automne 1977, j'y reviendrai, nous avions, la revue Faire, organisé avec le Nouvel Observateur un grand forum sur l'expérimentation sociale, auquel participeront beaucoup de militants dans les différents domaines, justement, de la santé, de l'école et de l'hôpital, et que ces militants, le Nouvel Observateur, les avait appelés les nouveaux entrepreneurs, comme hommes du vrai changement. Et c'est vrai que c'était dans ce domaine, autour de ces idées-là, qu'il y avait effectivement les forces sociales porteuses d'innovation. Ainsi définies, les militants n'étaient plus simplement des vigilants, des résistants ou les supplétifs d'une armée de réserve. Ils étaient les acteurs directs du changement. Et on verra d'ailleurs que la notion même de militantisme ne sera plus liée, selon les mêmes termes, à celle d'organisation, mais deviendra une notion beaucoup plus diffuse et aux frontières beaucoup moins nettement tracées que lorsqu'il s'agit justement de définir le rapport d'activisme ou de subordination à une organisation. Définir et mettre en œuvre des alternatives concrètes au modèle institutionnel existant, tenter des expériences porteuses de nouveaux rapports sociaux, était en train de devenir la forme pertinente du militantisme pour tous ceux qui n'entendaient plus se limiter au combat politique traditionnel, soit qui le jugent insuffisant, soit même qu'il y soit dans certains cas devenu indifférent. Il y avait une aspiration à vivre à gauche et pas simplement à être de gauche.
Ce sera le titre que nous donnerons à un numéro spécial, enfin une sorte de livre qui fera la synthèse de ce grand forum. Cette visée militante conduisait de la sorte à ne pas séparer l'action du quotidien de la poursuite d'un idéal. Elle menait, selon une des grandes formules de l'époque, à vivre demain dans nos luttes d'aujourd'hui. Et c'est effectivement une formule qui sera reprise des militants du conflit libre qui avaient, en 1973, fourni une vivante illustration de cette conception du militantisme. Reconnaître la centralité de la société civile et le nécessaire renforcement de son autonomie par rapport à l'État, mais aussi construire une véritable société politique démocratique. Tel était le quatrième pilier du renouveau politique que nous appelions de nos voeux. Dans les années 1970, nous vivions encore à l'âge de la démocratie des partis. Ils étaient la force principale de formulation des propositions et monopolisaient les débats au Parlement comme dans la société. Ils étaient en même temps, à l'époque, loin d'être coupés de la société, puisqu'ils comptaient à gauche de nombreux militants et adhérents qui étaient alors issus des classes populaires. Mais il restait des structures assez rigides d'encadrement et des machines politiques. Ils n'étaient pas des agents d'une véritable délibération démocratique dans le pays. La notion de démocratie n'était, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs guère valorisée à cette période. C'est en effet les résultats de l'action collective qui paraissaient plus importants que les procédures de gestion de cette action. Et dominait surtout l'idée d'une société appelée à être réunifiée dès lors que les principales structures de domination ou d'exploitation auraient été effacées. Et le Parti communiste, qui avait stigmatisé dans les années 1930 les 200 familles comme étant la cause de tous les maux, dans les années 70, il parlait toujours d'un pouvoir concentré entre les mains d'un tout petit groupe de monopolistes. Il nous semblait que les choses n'étaient pas aussi simples et qu'au-delà des structures oligarchiques existantes, on dirait aujourd'hui les 1%, mais en fait les 0,001%, la société restait traversée en son cœur par des conflits d'intérêts, des divergences dans les conceptions de l'intérêt général ou de la justice redistributive. Outre mon expérience syndicale, qui m'avait amené de regarder de près les conflits suscités par les débats sur la juste hiérarchie salariale, puisque le premier ouvrage que j'ai publié avait pour titre « Hiérarchie des salaires et lutte des classes ». C'était un des grands thèmes revendicatifs du tout début des années 1970 et de débats entre la CGT et la CFDT. C'est la rencontre avec l'œuvre de Claude Lefort, et notamment la lecture de son grand livre sur Machiavel, qui m'avait persuadé que la démocratie était aussi liée au premier chef, à la prise en compte du fait de la division sociale dans ses différentes dimensions, et que la démocratie ne se limitait donc pas à la défense et à l'organisation des libertés individuelles et publiques, qu'elle ne se limitait pas non plus à la légitimation des pouvoirs, mais que démocratie voulait aussi dire délibération publique sur le participable et le partageable, délibération publique sur le commun et l'égal, sur les conditions d'institution sociale, d'institution du social en un mot, le peuple restant toujours un sujet à construire. C'est pour remplir cette fonction que la mise en place d'une sphère spécifique de la vie collective, celle du politique, était pour moi requise. Le politique étant justement défini par ce travail de réflexivité qui le distinguait donc de la politique caractérisée par le champ des institutions et des procédures qui organisaient le fonctionnement de l'ordre constitutionnel, de la vie électorale, parlementaire, gouvernementale. Si les partis étaient au cœur de la politique démocratique, il fallait donc mettre en place des institutions du politique. Nous dirions aujourd'hui que c'est ce qui relève de la démocratie délibérative ou encore d'une démocratie permanente. Ce sont des expressions qui sont fréquemment employées. Mais les choses n'étaient pas encore vues aussi clairement à l'époque. Il restait donc à l'état d'une préoccupation, à la recherche des conditions de sa mise en œuvre. L'idée de société politique à construire prenait par ailleurs sa source dans le constat de l'entropie démocratique. Pour contrebalancer cette tendance dans le champ de la politique, se traduisant par exemple
par des situations de confiscation du pouvoir, de repli sur soi de la classe politique, il ne suffisait pas, à mes yeux, d'imaginer des mécanismes correcteurs internes, comme par exemple ceux qui concernent le cumul des mandats, même si les propositions dans ce domaine restaient alors beaucoup plus embryonnaires qu'aujourd'hui. Mais il fallait aussi qu'il existe des espaces dans lesquels les conditions et les difficultés de la vie démocratique puissent être examinées et discutées publiquement en toute lucidité. Même encore mal dessiné, l'horizon d'une nouvelle culture politique, dont je viens rapidement de dessiner les grands traits, et la référence autogestionnaire, marquait en tout cas une rupture avec ce que nous avions appelé le social-étatisme, qui constituait historiquement la culture dominante de la gauche française. Social-étatisme que le terme de jacobinisme pouvait grossièrement et certainement beaucoup trop approximativement décrire comme une conception du changement et de la gestion de la société en même temps. Je consacrerai 2 livres à essayer justement de sortir de ce terme approximatif de jacobinisme pour caractériser la spécificité du modèle politique français. Mais cette culture était d'autant plus prégnante en France qu'elle avait la capacité d'établir un continuum entre la centralisation monarchique, la vision élitiste et technocratique du républicanisme et la culture marxiste au sens le plus large du terme. Et donc, cette culture sociale étatique, elle était une sorte de point commun qui permettait de passer d'un de ces éléments à un autre. Et avant même la naissance du Parti communiste, cette culture sociale étatiste s'était imposée pour définir le socialisme français contre la culture de l'autonomie sociale. Culture de l'autonomie sociale qui avait été prédominante jusqu'aux années 1880. Cette culture de l'autonomie sociale, c'est celle des mouvements ouvriers républicains du début des années 1830. Cette culture de l'autonomie sociale, c'est la culture 48arde. Cette culture de l'autonomie sociale, c'est celle du proudhonisme, c'est celle du syndicalisme révolutionnaire. Cette culture de l'autonomie, dont la Charte d'Amiens, en 1906, avait constitué le grand document et le point d'orgue avant qu'elle ne décline. Et la création du POF, le Parti ouvrier français, le parti guédiste, marquera l'ascension à gauche de la vision contraire d'une culture étatiste. Ce qui s'imposera alors dans le socialisme français, c'est la doctrine d'un changement essentiellement commandée par la conquête de l'appareil d'État. Le congrès de Roanne en 1882 du Parti ouvrier français, qui marque vraiment une date essentielle dans l'histoire du socialisme, notait ainsi dans sa déclaration finale: le Congrès déclare que la conquête de l'État doit être l'unique objectif du parti. L'État seul, entre les mains du parti, peut être le moyen d'émancipation des travailleurs. Et Jaurès ne réussira pas à trouver la voie d'une synthèse entre la culture de l'autonomie pour laquelle il avait de la sympathie, celle de la République sociale avec laquelle il avait des rapports, et cette approche contraire qui s'imposera en conséquence comme référence, ayant pour caractéristique d'être partagée par les communistes et les socialistes au-delà de toutes leurs divergences. Culture sociale étatiste dont le programme commun de 1972 incarnait, à mes yeux, la permanence. L'invitation à définir une nouvelle culture politique entendait parallèlement rompre avec la perspective social-démocrate. C'est un point qui n'a pas été assez relevé, mais qui est essentiel. Il n'est pas facile à appréhender, tant le mot social-démocrate a été euphémisé. Social-démocrate veut en effet dire aujourd'hui, dans le langage commun, dans le langage courant, réformiste ou réaliste. En ce sens appauvri, on peut dire que la deuxième gauche était en partie social-démocrate. Mais historiquement, la social-démocratie avait été tout autre chose. La social-démocratie est une forme sociale, une forme politique et pas simplement une orientation idéologique. La social-démocratie a défini un type spécifique de modèle politique structuré autour de partis ouvriers de masse et de formes centralisées de la régulation sociale liées à l'existence de syndicats
unifié et puissant qui était en mesure d'établir un rapport de force favorable avec le patronat. Et les deux personnes qui feront la théorie, je dirais, de cette social-démocratie en France, autour de nous, seront Bernard Manin et Alain Bergougnoux, qui l'un et l'autre participaient à la revue Faire et qui avaient été chargés en quelque sorte de faire cette théorie. Et c'est ce qui a caractérisé les social-démocraties allemandes ou scandinaves, aussi bien que le travaillisme anglais, en leur permettant d'obtenir les résultats que l'on sait. Et le socialisme français a toujours été critique de cette social-démocratie, lui reprochant certes d'abord d'avoir oublié les idéaux révolutionnaires et d'avoir développé une culture du compromis. Mais cette mise en accusation idéologique masquait en fait une mauvaise conscience et un sentiment diffus d'infériorité. Car les partis sociaux-démocrates, ils étaient restés, eux, de vrais partis ouvriers. Ils étaient liés à des organisations syndicales puissantes, enracinées dans la société civile à travers de multiples réseaux coopératifs et mutualistes. Et là était la grande différence historique entre le socialisme au sens générique français et celui de ces autres pays. C'est que dans le cas français, le socialisme était d'abord marqué par une définition idéologique avant d'être marqué par une définition sociologique. Et rien de tout cela n'avait existé dans le socialisme français. Et il était important pour la deuxième gauche de rappeler ces faits historiques et que ça aurait été une bonne idée d'être social-démocrate au début du XXe siècle, mais que ça n'était plus le sujet des années 1970, que l'heure ne devait plus être à la nostalgie de ce modèle social-démocrate. Et dans un ouvrage que j'ai préfacé, dans lequel ont notamment écrit Michel Rocard et Gilles Martinet, qui s'appelait « Qu'est-ce que la social-démocratie » en 1979, nous avions instruit en même temps redonner une mémoire positive à la social-démocratie, mais montrer à quel point le projet social-démocrate n'était plus un projet d'actualité, n'était plus un projet d'avenir, car d'une certaine façon, il était une variante spécifique de la culture social-étatiste. Il était une de ces variantes peut-être plus solide, peut-être plus avec une visée plus réformiste, qui n'avait pas non plus l'emprise jacobine qu'il y avait en France, mais il était une variante de cette culture étatiste. Et c'était donc au-delà à la fois du social-étatisme et de la social-démocratie qu'il fallait, à nos yeux, envisager l'avenir du socialisme. Je vais traiter dans quelques instants, après avoir présenté ce qui était en quelque sorte la grande ossature intellectuelle de ce que voulait être la deuxième gauche, l'ensemble des recherches, l'ensemble des explorations qui ont été liées à cette deuxième gauche. Avant d'y passer, je rappelle que le séminaire qui suit ce cours est un séminaire donc, qui commencera le 15 février, et ce séminaire nous mènera à la fois de la Grèce ancienne aux arts du gouvernement dans le Moyen-Âge arabe jusqu'aux problèmes très contemporains de l'état d'urgence. Pour avoir le programme précis de ce séminaire, il est d'abord, je pense, il a été aujourd'hui affiché dans la cour et il est bien sûr sur le site internet du collège. Donc à partir du 15 février.